Bonjour Laura Blachman-Kadar. Bonjour. C'est un témoignage exceptionnel qui s'appelle « Croire en la vie » que vous publiez aux éditions Robert Laffont. Vous êtes une des rescapées, une des survivantes du massacre du 7 octobre en Israël et vous le racontez d'une manière incroyable, presque minute par minute. J'ai envie de vous demander d'abord comment vous avez réagi à cet attentat qui a frappé Moscou avec l'État islamique qui a revendiqué ce massacre dans une salle de spectacle. Est-ce que vous y avez vu quelque chose qui rappelait ce que vous avez vécu, vous, pendant ce festival de musique ? Oui, pour nous, ça a été très très dur de voir les vidéos qu'on a vues de ce qui s'est passé là-bas. Ça nous rappelle ce qui nous est arrivé. Un groupe terroriste islamiste qui arrive et qui se prennent à des gens qui sont venus pour écouter de la musique et passer un bon moment. Et avec des armes, les tuent les uns après les autres comme ça. C'est horrible et ça nous rappelle exactement ce qui vient de nous arriver. Mais il faut que je dise qu'il y a une des premières choses que, quand on l'a vu à la maison, mon mari et moi, on s'est dit, c'est heureusement, chez eux, ils n'ont pas pris d'otages cette fois. Ils ont tué les gens sur place, mais ça s'est terminé à ça. Il n'y a pas de gens que leurs cauchemars vont continuer. Oui. Mais vous portez là un t-shirt qui écrit « Ramenez les otages ». Bring them home, oui. Après tout ce que je fais depuis le 7 octobre, c'est... Je prends de la force pour mes amis qui sont toujours dans les tunnels de Gaza plus de 5 mois après. Oui, croire en la vie. Voilà, c'est ce récit. Est-ce qu'évidemment, vous faites partie de ceux qui ont organisé ce festival de musique ? Donc, je faisais partie de ceux qui ont organisé le festival Unity, qui a pris place en fait un jour au même endroit exactement. Donc, c'est pourquoi c'était la raison qu'on était là-bas depuis le jeudi. Oui. Je veux dire, vous venez d'un milieu, vous n'êtes pas ni pratiquante, ni croyante, vous le dites, vous mélangez votre vie avec des Arabes, avec toutes les nationalités. C'était ça l'esprit de ce festival. Oui, complètement. Les festivals de trans-musique, et pas pour rien, le Nova s'appelle le Tribe Nova. C'est vrai que c'est des gens qu'on se voit tous les samedis, au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est une façon de vivre. C'est des gens qui... Les religions restent dehors d'habitude. Il y a des gens qui sont plus croyants, moi croyant, et chacun avec sa religion. Mais c'est les gens qui croient premièrement à voir la personne qui est devant nous et pas sa religion. De quelle façon il se comporte. Je vis aussi sauf dans les festivals, je vis dans une ville qui est une ville mixte avec des voisins arabes. Donc pour moi, ça n'a jamais quelque chose qui a été très important. Je suis juif. Et pour moi, il y a une différence. Je ne suis pas obligée d'être croyante pour être juif. Je suis juive, je suis israélienne, comme je suis française, mais je n'ai jamais été croyante. Oui, ce festival, et vous le dites, c'était une source de joie. Jamais, à aucun moment, vous n'aviez pu penser, même à quelques kilomètres de la frontière palestinienne, que quelque chose pouvait vous arriver. Oui, premièrement, c'est vrai que les festivals de musique, c'est quelque chose qui est là pour la paix, pour la joie, pour l'amour, pour passer des bons moments. Et c'est vrai que si vous venez à un festival de musique en Israël, vous verrez des gens de toutes les religions et de toutes les couleurs. Ce n'est vraiment pas important. Maintenant, le pays d'Israël est un très petit pays. Ça veut dire que même quand on fait des festivals dans le nord d'Israël, en fin de compte, on est à quelques kilomètres d'une frontière. Donc pour nous, dans le sud, dans le nord ou dans le centre, on est plus ou moins pas loin toujours d'une frontière. Mais un festival de musique, ce n'est pas quelque chose qui a été attaqué et qui a eu un attentat dans un endroit pareil auparavant. Mais de toute façon, ce qui nous est arrivé, en fin de compte, n'était pas exactement un attentat. C'était vraiment une attaque sur tout le sud d'Israël. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Oui. Lorsque les festivités commencent, c'est la joie. Et à un moment donné, vous entendez, c'est une attaque aérienne. Et là, vous dites, on a l'habitude de ça. Vous n'imaginez pas ce qui va arriver. Exactement. Même si vous dites, là, le festival va être annulé, mais vous ne pensez pas à la suite. Hélas, dans notre réalité en Israël, les attaques de roquettes, c'est quelque chose qui arrive. Donc c'est vrai que, au début, c'est la matinée, c'est le lever de soleil, c'est les plus beaux moments du festival de musique. Mais très vite, on entend des bruits, je vois que tout le monde regarde le ciel et on voit les roquettes en train d'exploser dans le ciel. On est dans une forêt, donc il n'y a même pas d'alarme qui sonne. Simplement, on entend les booms et les roquettes exploser. Et c'est une sensation horrible, mais c'est pas la panique. On ne sent pas un danger de mort. On dit, bon, c'est dommage, le festival s'est terminé.
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, encore une fois, une attaque de roquettes? Mais bon, on se dit, bon, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça va se terminer, on va pouvoir continuer la journée, rentrer à la maison. Et c'est seulement après presque 40-45 minutes que les roquettes continuent à tomber sur nos têtes qu'on commence à se dire qu'il y a quelque chose de différent cette fois. Vous prenez l'initiative d'aller dans une caravane. C'est vous. Vous allez vous mettre à 7 à l'intérieur d'une caravane quand vous entendez des coups de feu. Au début, on voulait rentrer à la maison. Mais bon, dans le livre, je le fais vraiment minute après minute. À 7h37, quand on va pour prendre la voiture, une amie m'appelle. Elle me dit, écoute Laura, il y a des terroristes sur la route, à droite et à gauche de partout. On ne peut pas prendre la route. Et donc là, on décide de se garer. Et quand on commence à entendre les coups de feu, on commence à voir déjà des blessés sur le terrain. C'est le moment que... Et je connais bien le sud d'Israël. Donc je sais que c'est une grande forêt. Ça ne va pas nous aider à courir. Il n'y a pas d'endroit où se cacher dans une forêt. On ne peut pas se cacher derrière un arbre. Et c'est le moment que je pense à la caravane. Et je dis à mon mari, à mes amis de venir après moi dans la caravane. Oui, et vous entendez tout ce qui va se passer autour. Le moment où on rentre, c'est vrai qu'on commence à entendre les coups de feu, mais on n'a toujours pas vu de terroristes. Et on rentre dans la caravane et 2-3 minutes après, on entend déjà les terroristes débarquer, on entend des hurlements de Allahu Akbar, on entend les coups de feu, on entend des gens hurler, crier, on entend vraiment... C'était le début de 6 longues heures. Oui, les corps qui tombent. Oui, à un moment, il y avait... Quand c'était... On était déjà peut-être 1 heure dans la caravane, donc c'était déjà un peu plus silencieux dehors. Et là, on sait aujourd'hui que la plupart des gens étaient déjà assassinés. Et un terroriste essaye d'ouvrir la porte. Il ne réussit pas à ouvrir la porte. Et en fait, il nous laisse tranquilles parce qu'il retrouve quelqu'un vivant. Et on l'entend crier « Ta'al, ta'al », qui veut dire « viens », en arabe, « viens là ». Et puis on entend 2 coups de feu. Et dans ce grand silence, on entend son corps tomber par terre. Et... Donc c'est vrai qu'on ne voit rien, mais avec ce qu'on entend, on comprend tout ce qui se passe dehors. Et on décide, on comprend en fait qu'on ne peut pas sortir et de rester caché dans la caravane. Oui, et là, les heures passent, vous échangez avec votre famille. Ce sont des moments évidemment d'angoisse, mais vous ne le dites pas à votre famille, à toute votre famille du moins. Oui, j'avais 2 contacts, un des organisateurs du festival et un ancien ami de l'armée que j'étais en contact avec eux pour expliquer exactement où j'étais, envoyer ma location et tout ce qu'il se passe. Mais quand mes parents me cherchaient, je n'avais pas le cœur de leur dire vraiment où je suis. J'ai préféré leur dire, je leur ai dit que j'étais à l'abri et que j'attends qu'on vienne nous chercher. Et même dans les derniers moments où on avait compris que les terroristes savaient qu'il y avait des vivants dans la caravane et ce sont nos dernières minutes. Mes messages d'adieu, j'ai préféré les envoyer à mes amis et leur demander qu'au moment où ce sera le bon moment d'aller transmettre ces messages à mes parents, de dire à mes parents que je les aime et que je m'excuse de leur avoir menti jusqu'à la dernière seconde. Mais je n'avais pas le cœur là de leur dire adieu vraiment moi-même et je préférais d'attendre que ce soit vraiment terminé pour que quelqu'un leur dise, pour qu'il n'aurait pas encore des heures d'angoisse. Oui. C'est seulement à mon mari qui était assis devant moi, on ne pouvait pas se toucher, on n'était pas l'un à côté de l'autre. On s'est regardé les yeux dans les yeux et c'est un regard qui voulait tout dire en fait. Et il m'a dit qu'il m'aime, je lui ai dit que je l'aime et on a fermé les yeux. Puis là, c'était simplement le moment que j'ai prié pour mourir. Oui. J'ai prié que ça se termine vite. Vous avez prié votre grand-mère parce que vous n'êtes pas croyante, c'est ça? Oui, c'est vrai. Je ne suis pas croyante, donc j'ai dit la vérité, je ne suis pas croyante, donc je n'ai pas prié à Dieu dans ces moments. Mais à ces moments-là, c'était déjà après qu'on a regardé les médias. Bon, 6 longues heures, c'était vraiment à la fin. On avait déjà compris qu'il y avait des otages. Et dans ces moments-là, je réfléchis avec moi-même et tout le dialogue que j'ai eu avec moi-même est dans le livre. Et je décide que ma décision est claire. Je préfère mourir ici que d'être prise otage à Gaza, que d'être violée en route, qu'être touchée, qu'être déshabillée. J'ai compris que je préfère mourir ici. Et pendant qu'ils essayent d'ouvrir la porte et ils essayent de brûler, ils font plein de choses tout autour de nous. Je demande à ma grand-mère qu'elle me protège, que ça se termine vite, que je meure ici sur place et que je ne sois pas ramenée otage à Gaza. Oui. C'était ma plus grande peur, bien plus que de mourir.
pendant toutes ces heures, et les terroristes vont essayer d'entrer dans la caravane, essayer de forcer la porte. Il va y avoir une balle qui va la traverser, cette caravane, qui va percer une tuyauterie de gaz. À un moment donné, vous savez que votre vie ne tient plus qu'à un fil. On comprend que c'est une question de temps. Pour moi, à un moment, on avait la sensation que c'était une question de temps. Ce n'était plus est-ce qu'on va vivre ou pas, il y a simplement dans combien de temps on va mourir. Et est-ce que ce sera atroce ou est-ce que ça se terminera vite? Parce que mourir d'une balle, ça se termine vite. On avait déjà compris qu'il y a pire. Et c'est vrai que les cauchemars et la grande peur qu'on a eue pendant ces 6 heures, elle est de pire en pire après. Parce que quand on voit tout ce qui s'est passé dehors pendant qu'on était cachés dans la caravane, et quand on voit, c'est-à-dire le jour même, j'avais compris que je préfère mourir ici qu'être prise otage. Mais j'aurais jamais pu imaginer que les otages seraient otages pendant déjà plus de 5 mois. Aujourd'hui, quand je sais ça, c'est encore pire. C'est-à-dire, c'est encore pire à comprendre. Oui, parce que Tsahal intervient. À un moment donné, à quelques secondes près, votre vie est épargnée, parce que là, ça allait être malheureusement le moment fatal. Et là, vous allez être libéré de cette caravane, et vous découvrez évidemment l'horreur. Oui, ça a pris... C'est vrai que pendant que les terroristes étaient sur nous, l'armée est arrivée, il y a une longue bataille qui a pris place. Et après, il y a eu un grand silence, et seulement quand... On a eu quelqu'un au téléphone, on a compris qu'on peut sortir. Et mon ami me dit, on est à 200 mètres de vous, vous pouvez sortir. Mais sortez avec les mains levées, que personne ne vous trompe avec des terroristes. Et quand la porte s'ouvre, c'est une scène qui est dure à expliquer parce que le sud d'Israël est un endroit magnifique. Et le ciel était bleu, il y avait un magnifique soleil et tout est vert. Et il y avait des dizaines de personnes étalées mortes par terre. Et c'est des jeunes personnes, c'est des filles maquillées avec des jupes et des garçons. Ils sont tous beaux, c'est des gens magnifiques qui dansaient quelques heures avant et ils sont tous étalés par terre. Et une grande partie d'eux, on pouvait voir tout simplement qu'ils ont été blessés et après tués, qu'ils ont vérifié qu'ils étaient bien morts et pas seulement blessés. Et tout le monde était avec des bracelets bleus pour pouvoir rentrer et sortir du festival. Et des dizaines de corps par terre. Et il y avait aussi un peu partout des corps de terroristes qui ont été tués dans quelques minutes avant. Oui. Vous témoignez, c'est un témoignage très fort. Presque depuis le 7 octobre, votre vie, évidemment, n'est plus la même. Vous dites dans ce livre, maintenant, je ne me sens en sécurité nulle part, même pas en France d'ailleurs, où l'alerte terroriste vient d'être relevée. Pour moi, c'est une sensation qui est très dure parce que je suis française et français est ma langue maternelle. J'ai appris à parler français bien avant de savoir de parler hébreu. Et c'est la première fois que je marche dans les rues de la France et je ne me sens pas en sécurité, que quand on me demande d'où je suis, je n'ose pas dire que je viens d'arriver d'Israël. Et quand je vois les affiches d'un bébé otage qui n'a fait de mal à personne, avec des mots horribles dessus, des affiches abîmées, et les manifestations, c'est une sensation horrible. Et c'est surtout la raison que mon livre a été écrit en français, et premièrement pour les Français, parce que je comprends qu'il y a énormément de gens qui c'est un peu à la mode aujourd'hui, d'être contre les Juifs et contre Israël. Et c'est comme les années 40, l'antisémitisme est à la mode. Et on nous accuse d'apartheid et de choses vraiment horribles, mais on est accusé par des gens qui n'ont jamais été en Israël, qui n'ont aucune idée de quoi ça a l'air. Et le but de mon livre est aussi de montrer un peu les gens de quoi ça a l'air de vivre en Israël, que ce n'est pas vraiment comme ils ont vu sur l'Internet et ils ont vu une vidéo sur Instagram ou TikTok et ils pensent que le monde est vraiment comme ça. Donc essayer de montrer un peu les gens de quoi ça a l'air. Et pour moi, personnellement, non, aujourd'hui, je ne réussis pas à me sentir en sécurité nulle part. Merci. Merci à vous. Merci Laura Blachman-Kadar, écrit avec Dominique Rouche. Ça s'appelle « Croire en la vie ». C'est presque comme un cri du cœur de dire « croire en la vie » quand même. Ouais.
C'est mon nouveau but aujourd'hui. Vous savez, le terroriste, son but, ce n'est pas seulement de tuer des gens, c'est tuer l'espoir. L'espoir de la vie, l'espoir de la paix, l'espoir du bonheur. Ils veulent tuer l'espoir de tout. Donc, ma nouvelle bataille, c'est de croire en la vie. C'est de croire en la paix, de croire en un bon futur pour nous tous. Tous, Palestiniens, Juifs, Israéliens, tous. Bien sûr. Oui. Vous savez, aujourd'hui, je dis, c'est une belle chose. On peut prendre notre voiture et partir de la France, en Allemagne, en Angleterre, il n'y a aucun problème. Mais pendant des années, en Europe, il y a eu des guerres horribles et ce n'était pas comme ça. Et le groupe Hamas a fait de son mieux pour tuer l'espoir aux Palestiniens et aux Israéliens, de leur faire croire qu'on ne pourra jamais être voisins, qu'on ne pourra jamais vivre ensemble. Mais le Hamas est un groupe terroriste extrême. Et même s'ils veulent nous faire croire que tout le monde pense comme ça, tout le monde ne pense pas comme ça. Et je n'ai aucun doute que la plupart des Palestiniens veulent simplement vivre leur vie en tranquillité. Le groupe Hamas dit qu'ils ne veulent pas de pays d'Israël du tout. Ils ne veulent pas de juifs là-bas. Mais j'imagine que la plupart des Palestiniens n'ont aucun problème de vivre avec des voisins. Ils veulent simplement vivre leur vie. Ils auraient préféré que les milliers de dollars qui ont été gaspillés à construire des tunnels dans lesquels on ne les laisse pas se cacher et à acheter des armes pour tuer les Juifs, j'imagine que les Palestiniens auraient préféré qu'avec cet argent, ils auraient construit un pays magnifique, lequel ils déservent aussi. Merci. Laura Blanchman-Kadar était notre invitée. Croire en la vie est publié chez Robert Laffont, le témoignage d'une survivante du 7 octobre. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.